J'aime les livres, beaucoup. J'en ai, beaucoup aussi. Et à chaque fois que je me lance dans l'un d'entre eux, j'ai toujours l'espoir, l'envie qu'ils me marquent, qu'ils s'ancrent dans le temps ou qu'ils me procurent un sentiment particulier. De la joie, de la tristesse ou encore un besoin de révolte. C'est pourquoi aujourd'hui je vous laisse m'accompagner dans ce reading blog afin de savoir si les livres que je lirai seront des 5 étoiles. J'ai débuté Margot a des problèmes d'argent de Rufi Thorpe, je suis à un quart et j'adore. Je ne pensais pas le faire figurer dans ce vlog initialement, mais le ton fait que j'ai très envie de vous en parler. Dans ce livre, on suit donc Margot qui, lorsqu'elle a bientôt 20 ans, tombe enceinte de son prof de littérature à l'université. Et toute la question est, dans les premiers chapitres, de savoir si elle va le garder ou non. On apprend très rapidement qu'elle va décider de ne pas avorter, contrairement à ce que voudraient et son père et sa mère et l'homme en question. Et donc on la voit très peu de temps être enceinte. Ça doit durer 4 chapitres, 5 chapitres, et on va plus se concentrer sur son quotidien de mère. Et le petit changement, le petit bouleversement qui va créer beaucoup d'intrigues, c'est que Margot va découvrir ce qu'est OnlyFans. Et elle va décider de se créer un compte pour pouvoir subvenir à ce besoin, vu qu'elle vient d'être virée du job étudiant qu'elle avait à côté. Donc là, j'ai lu 100 pages, je suis au chapitre 7 sur 27. J'adore le ton, je trouve ça très enlevé. Au tout début, j'avais peur de finir dans un roman pro-vie, j'étais très fébrile. Et petit à petit, on se rend compte que c'est là pour décrier toutes les vérités de la société états-unienne. Ça va surtout se concentrer sur les problématiques sociales, économiques, la difficulté à être une mère célibataire et à devoir subvenir à ses besoins seule. C'est publié en français aux éditions Le Soir Venu. C'est l'un des premiers livres qu'ils ont publié puisqu'ils sont tout jeunes et pour l'instant c'est plutôt bien parti. J'ai avancé dans Margot a des problèmes d'argent. Je suis à la page 233 sur 400. J'arrive tout proche des 3/4. Je ris, mais qu'est-ce que je ris. Et à la fois, j'ai beaucoup de tendresse envers cette jeune fille, dont le bébé a 4 mois, dont le père, ça j'ai oublié de vous le mentionner auparavant parce que j'étais pas encore assez avancée, est un ancien catcheur, plus ou moins à la retraite parce qu'il s'est blessé. Elle a une mère qui est un peu énervante, j'en dirai pas plus, qui est un peu chiante. Son père est à la rue, ou du moins il se sépare de sa compagne, donc il vient vivre dans sa coloc avec notre très chère Margot, et la seule colocataire qui a décidé de ne pas arrêter le bail. Et c'est donc à cet instant T qu'elle se lance sur OnlyFans. C'est d'ailleurs son père qui lui fait découvrir ce qu'est OnlyFans. Il y a tout un engrenage qui se met en place que j'ai découvert juste après vous avoir parlé la première fois, et qui est assez intéressant sur la méthode de communication qu'elle trouve, parce que ça se concentre beaucoup plus sur ça plutôt que sur le contenu qu'elle poste. On y vient petit à petit, mais il y a vraiment une intrigue sur la manière dont élever son enfant, mais aussi sur la manière dont elle va pouvoir interagir avec les internautes, instaurer un climat qui donne envie aux gens de revenir, une relation parasociale qui tienne sur le long terme. En fait, je découvre plein de trucs parce que je connais pas du tout OnlyFans. On ne peut pas mettre par exemple de liens sur ses réseaux sociaux parce que sinon on va se faire strike, de contenu explicite sur les plateformes telles que Instagram ou TikTok, ça reste encore à voir. En tout cas, on peut pas mettre son OnlyFans, et donc il faut trouver des parades. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle évoque le lien parasocial de façon un petit peu plus aboutie que ce que je n'aurais pensé, et c'est quelque chose qui est assez prépondérant dans l'intrigue. Au-delà de sa maternité, au-delà de la relation avec les internautes en règle générale, il y a quelque chose qui se creuse sur ce volet-là. C'est très drôle. Ça critique, oui, le système états-unien, mais pas que. Le rapport qu'on a aussi aux travailleuses du sexe et aux personnes qui vendent leur image sur internet, c'est un sujet assez épineux. Mais ça permet d'apporter un autre regard et beaucoup plus léger que ce qu'on pourrait attendre, et ce que pour ma part, j'ai l'habitude de lire. Ça se lit tout seul. Vraiment, je tourne les pages et je me rends même plus compte où est-ce que j'en suis. Je sais pas si ça sera un 5 étoiles. On verra d'ici la fin et on pourra passer au livre suivant. Je vous retrouve, j'ai terminé Margot a des problèmes d'argent ce matin même. On n'est pas sur un 5 étoiles, on est sur un bon 4 étoiles, 4,25. Sur toute la durée du livre, j'ai beaucoup ri. J'ai eu beaucoup d'empathie pour Margot aussi, par le fait qu'elle soit totalement désemparée par la situation et qu'à la fois elle arrive à trouver du réconfort en ceux qui ne semblaient pas être les personnes en qui elle croyait initialement et qui croyaient en elle. Il y a quelques retournements de situation où parfois on s'inquiète pour elle, d'autant que ce sont des réalités aussi. Je trouve malheureusement que toute la question autour de l'avortement a été un peu balayée parce qu'il me semble important quand on traite du sujet de la maternité aux États-Unis que de parler de la situation politique quant aux lois de naissance, quant aux lois de garde aussi. Alors on se concentre beaucoup plus sur la question de comment élever un enfant en relation avec OnlyFans aussi, mais pas que. C'est à la fois cocasse, c'est très fluide. D'habitude je lis pas un livre de 400 pages aussi rapidement et pourtant là ça s'est dévoré. La plume est certes simple, pas simpliste pour autant, d'autant que j'ai ri. Il est vrai que écrire un livre qui fait rire,
c'est pas très commun. Si je dois citer des titres, j'en ai 3 qui me viennent, alors que des livres qui sont tristes et qui traitent de problématiques compliquées, j'en ai pléthore. Je trouve que ça traite vraiment des questions actuelles et puis sur des détails, quant à la pornographie aussi, à ce que c'est que de vendre son image, à ce que ça engage aussi dans la vie, et puis ça permet de mettre un petit peu de légèreté dans des métiers qui sont très déshumanisés, comme dans toutes les professions qui sont en rapport avec la sexualité, avec la pornographie. Ça remet un peu d'humanité au milieu de la table et c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié. Donc je vous invite à le lire parce qu'il arrive à traiter de sujets un peu lourds à certains moments avec beaucoup de légèreté. J'ai démarré Madonna in a Fur Coat. Je suis rentrée dans ce livre en ne sachant pas ce à quoi m'attendre. Pour l'instant, j'en ai lu un quart, quasi. Je suis à la page 40 sur 165 environ. Je crois que c'est un livre qui intrigue beaucoup parce qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux. On entre dans le récit avec une narratrice. Elle vient tout juste de perdre son poste dans une banque et elle galère à trouver un emploi. Moi, il y a des passages où j'ai un peu relate parce que ça parlait justement du désenchantement qu'on peut avoir face à cette recherche de petits jobs sans jamais y toucher. Dans les 10 premières pages, elle rencontre un ancien camarade de classe. Et cet homme a réussi. C'est un peu ce moment où il voit celle qu'il a connue et qui est un peu dans une situation où il est fier de ne pas être comme elle. Sauf que c'est une personne qui est plutôt affable et donc du coup, il lui propose un emploi dans une banque dans laquelle il travaille. Elle arrive à décrocher cet emploi sans toutes les qualifications requises, je crois, et elle rencontre donc le personnage qu'elle évoque dès les premières pages qui s'appelle Raif Effendi. Raif, c'est un personnage qu'elle observe beaucoup. C'est un livre qui est beaucoup dans l'expectative et dans le regard porté à l'autre, et surtout à cet individu à qui on offre de la tendresse. C'est un homme qui parle très peu, qui reste beaucoup dans sa bulle, qui échange très très peu avec ses collègues, qu'elle voit écrire ou dessiner dans un carnet très énigmatique, mais elle sait pas ce qui s'y trouve. Pour en faire un peu son portrait robot, c'est un homme qui va se faire disputer s'il ne rend pas une traduction à l'heure dite, mais qui ne rétorquera pas. Aux environs de la page 20, donc pas très loin, hein, comme je vous l'ai dit, je suis à la page 40 et c'est pas du spoil, on apprend que Raif est quelqu'un qui est souffrant, qui est souvent malade, qui est souvent absent à cause de cette maladie qui semble très prenante, très drainante. Notre personnage principal va se rendre chez lui. Elle va lui apporter les traductions qu'il doit rendre, qu'il doit faire, avant qu'un coursier ne vienne les chercher. Au fur et à mesure des visites, elle commence à éprouver une sorte de curiosité pour sa vie, pour cet homme, pour ses aspirations, parce que il a beau discuter avec elle, c'est toujours une situation de surface, une discussion de surface, jusqu'au moment où il lui demande d'aller chercher tous ses papiers, l'entièreté de tout ce qu'il avait laissé dans ses tiroirs dans son bureau, parce que il est atteint d'une pneumonie. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. J'aime beaucoup la manière dont est amené le récit. Certes, on est dans les yeux de la personnage, mais ça donne vraiment une sensation de narration omnisciente. Et c'est très porté sur le détail. C'est-à-dire que moi, au début, je croyais que c'était deux personnes qui se rencontraient devant une peinture. C'était ce qui semblait être présumé en voyant les avis et le descriptif que j'en avais vu en ligne, mais c'était très énigmatique. Et j'ai vraiment la même sensation que d'être devant une toile et de l'observer. C'est quelque chose que j'ai jamais rencontré. Malheureusement, celui-ci n'est pas encore traduit. Cependant, une adaptation filmique a été prévue pour 2026, me semble-t-il. Donc, il est fort probable que la France se mette à l'heure. Je reviendrai vous en parler évidemment, peut-être à la moitié, peut-être aux 3/4, peut-être en l'ayant terminé. Je n'ai pas terminé Madonna in a Fur Coat, je suis à la moitié et je comptais pas vous reprendre maintenant, mais il y a eu 2-3 petits renversements dans l'intrigue qui me donnait envie de vous en parler. Ce matin même, j'ai lu un passage qui m'a vraiment heurté parce que j'ai trouvé ça très vrai en sachant que le livre est écrit en 43. On est donc avec une protagoniste dont je ne vous révèle pas l'identité sinon je vais vous spoiler je pense, qui parle du personnage principal qui l'a suivi la nuit. Pour ce type de sujet, je vous renvoie au bilan au wrap-up du mois de mai où j'ai parlé en long, en large et en travers des Nuits Blanches et du fait que j'avais été très désarçonnée dès le début, du fait que le narrateur suive la personnage qui le fascine. Là, c'est un petit peu la même chose. La différence, c'est que dans Dostoïevski, il y a vraiment quelque chose de quasi voyeuriste, ou du moins de mon humble avis, et que ici, il y a quelque chose qui relève beaucoup plus de la contemplation d'une œuvre d'art, puisque la personne qui va suivre, c'est une personne qu'il a vue dans un tableau. Cette dernière lui parle à un moment lorsqu'ils discutent et lui dit, alors ça sera ma traduction littérale donc vous m'en excuserez, sais-tu pourquoi je te déteste? Toi et tous les autres hommes de ce monde. Parce que vous nous en demandez trop, comme si c'était un droit naturel. Retiens mes mots, cela tient de la manière dont les hommes nous regardent et nous sourient. Il faudrait que tu sois aveugle pour ne pas avoir leur confiance et comment ils s'en servent d'une stupide manière. Ils sont les chasseurs, vois-tu, et nous sommes leurs misérables proies. Et nos devoirs, baisser la tête et obéir, et leur donner ce qu'ils veulent. J'ai trouvé ça très très pertinent et très surprenant, étant écrit d'un homme. Donc je vous dirai ce que j'en pense d'ici quelques temps. L'histoire prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis à la fois fascinée, intriguée et très déstabilisée.
faut qu'on parle, vous et moi. J'ai terminé Madonna in a Fur Coat. Je vous le disais auparavant, j'ai adoré la plume. Vous le voyez peut-être, mais j'ai pas mal à noter. Il y a beaucoup de phrases qui m'ont marqué. Et de l'autre côté, je suis dans un conflit d'intérêts parce que, justement, la prose était sublime. Mais, tout comme c'est le cas avec Les Nuits Blanches de Dostoïevski qui a été mis en avant comme étant une relation amoureuse, ou du moins un amour déchu, un amour non vécu, eh bien on retrouve quasi la même chose et ça me laisse le même goût amer. C'est-à-dire que là on est du point de vue de l'homme, puisque sur les 60 premières pages, on a donc cette collègue qui vient le voir régulièrement alors qu'il est sur son lit de mort, et ensuite on découvre ses carnets où il parle d'une relation amoureuse qui a été la plus belle de sa vie apparemment. On a toute l'histoire du personnage, le passif qu'il a pu avoir avant d'arriver à Berlin, en Turquie, dans son rapport avec son père, avec ses pères en règle générale, avec les femmes. Et donc, il rencontre cette fameuse Madonna in Fur Coat, et elle, dès le début, lui dit qu'elle ne souhaite qu'une amitié. Il va un peu se faire des films puisqu'ils vont quand même avoir plus ou moins une relation très très fusionnelle, et qu'un jour, ils ne vont plus se parler. Donc ça, c'est la partie qui est censée être intéressante dans le livre. Et autant, au début, j'avais beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion envers le personnage principal, et au fur et à mesure, il a commencé à prendre les habitudes de la femme, qui était très autocentrée, et il y a plein de choses où je me suis dit, mais ce n'est pas une relation d'amour, et je sais pas comment on peut parler d'histoire d'amour en parlant de ce livre. C'est l'histoire d'un homme déchu, déçu, parce qu'il n'a pas pu se complaire dans une relation amoureuse, que ça soit par la volonté de la personne qu'il aimait ou par les circonstances. Et c'est ça qu'on va suivre sur la majorité du bouquin. Au-delà du fait que j'ai pas forcément aimé la mise en page de cette partie-là, la personnage m'a été vraiment insupportable. Au début, la femme ne fait que se plaindre, ou du moins ne vit que pour elle sans prendre considération du personnage de Raif, et à partir du moment où il est éloigné d'elle, il commence à se comporter comme si elle était là, ou du moins comme s'il avait calqué son identité sur elle. Et c'est à peu près tout ce qui se passe dedans. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments de flottement alors qu'on est sur un livre de 167 pages. Oui, je les ai comptés. C'est que un sentiment de nostalgie constant dans ce livre. Dans sa lettre, il a 24 ans, 25 ans. Il n'a jamais connu de femme. C'est vraiment un jeuneau et elle est beaucoup plus expérimentée. Et donc c'est aussi tout ce côté-là de l'apprentissage, de l'amour, de ce que c'est, et en fait il a fait totalement fausse route. Il y a beaucoup de réflexions qui pour moi étaient de véritables coups de poing à la lecture. Il me semble vous en avoir lu un dans le plan précédent. Juste après vous avoir parlé, je suis tombée sur des extraits qui m'ont mis en rage. En fait, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis un lot de post-it orange qui signifie en fait ce qui me déplaît dans le livre, assez conséquent. Avec des petits commentaires. D'habitude je fais pas ce genre de commentaires. Par exemple, je tombe sur une page, je vois que j'ai mis Stalker, ah oui. Pick Me, Attention, Daddy Issues, Manic Pixie Dream Girl. Alors pour recontextualiser, pourquoi par exemple j'ai mis Pick Me? Il y a un moment où elle évoque les femmes qui l'entourent autour d'elle, puisqu'il y a aussi la présence des cabarets, et elle dit que ce sont des femmes superficielles et que elle est tellement différente. Si ça c'est pas être une Pick Me. Ensuite il y a des passages que j'ai quand même aimés et qui ont été très évocateurs. Il me semble que je vous en ai parlé la dernière fois, c'était ce passage où elle disait que même avec un agneau entre les dents, un loup pouvait cacher sa sauvagerie derrière un sourire. Bon ça je trouve que de 1 c'est très bien écrit et que de 2 c'est très pertinent comme image. On peut pas outrepasser le fait qu'elle accepte que des hommes la suivent, que ça lui procure même un petit sentiment de frisson, quoi, à imaginer qui est derrière elle en fonction de la lourdeur du pas. Et le côté Manic Pixie Dream Girl, c'est parce que on sent qu'il est amoureux de l'image qu'il s'en fait. On a la sensation qu'il ne la connaît pas vraiment. Quelles sont ses aspirations, quelles sont ses envies, quels sont ses goûts, quel est son entourage. Déjà, on a l'impression que elle est très misanthrope et que de 2, lui, c'est tellement une figure de Madone, justement, que il n'existe que pour elle comme si c'était une œuvre d'art. Encore une fois, je fais le lien avec ce tableau devant lequel ils se rencontrent, mais il y a un truc très parlant à ce niveau-là, c'est-à-dire que il est amoureux d'une allégorie. C'est moi qui extrapole, là c'est sûr, parce que c'est clairement pas ça, mais il y a un lien de corrélation dans la manière et dans ses écrits, et dans les thématiques, et dans sa représentation de cet amour déchu, de cet inamoramento qui n'a jamais cessé. Ça a été vraiment... En anglais, ils appellent ça du yearning, mais c'est plaintif en fait. Ça peut être très beau, très bien fait, mais là, parfois, il y avait du too much. Très joliment écrit, mais too much quand même. La fin, ça, je peux pas l'enlever, est très satisfaisante. Quoi qu'il en soit, c'est certainement pas un 5 étoiles. Il va avoir 3 parce que j'ai vraiment adoré la plume et que j'ai aimé le point final qu'il a pu y mettre. Il y a des passages qui sont tirés d'une histoire vraie, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si vous lisez en anglais, vous me direz si vous avez aimé. Et puis, pour ma part, je suis vraiment en demi-teinte. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer au 3e livre.
Le troisième livre, je vous en ai parlé et dans un book haul et en short. J'avais très hâte de le recevoir, Les Négatifs de Audrey Jarre. Ce livre, c'est Capucine qui me l'a recommandé. Et elle m'a dit que ça l'avait vraiment heurté par la pertinence et par le fait qu'on ne sente pas les pages défiler. Floris l'a lu à la suite, il me semble que Cornelius l'a acheté également. Je vais vous refaire le résumé pour les personnes qui n'auraient pas regardé les deux autres vidéos. En arrivant à New York pour effectuer un stage dans une institution culturelle française, Alice s'attendait à vivre un quotidien exaltant. C'était avant la déception et le retour à la réalité. Son job l'ennuie à mourir et être une jeune française aux États-Unis est moins facile qu'elle ne l'imaginait. Ainsi, le jour où elle rencontre Léonore, l'héritière d'une famille riche, et ses deux admirateurs dévoués, Ben et Nathan, Alice est fascinée. Léonore, Ben et Nathan ont un point commun. Étudiants en photographie aux dents longues, ils ont élaboré une théorie qui, selon eux, marquera l'histoire artistique. La photographie réelle. Pour vivre plus intensément, être leur amie et appartenir au groupe, Alice est prête à beaucoup de choses, y compris à devenir leur muse. Mais occuper ce rôle n'est pas sans risque, surtout quand on a affaire à des extrémistes de l'art. Est-elle sûre d'ailleurs de les connaître vraiment? Portée par une construction subtile, les négatifs auscultent les mécanismes de l'emprise et la façon dont nos idéaux peuvent se dévoyer, et nous posent une question. Quelle part de nous-mêmes sommes-nous prêts à abdiquer par conformisme? Et donc c'est son premier roman. Et il fait, j'essaie de pas me spoiler, 324 pages. Je pense que les chapitres sont relativement courts. J'ai l'impression qu'on a des points de vue alternés, mais je vais pas me spoiler encore une fois. Je reviens vous en parler quand j'ai démarré. En moins de 24 heures, j'ai lu 196 pages. C'est un roman qui est séparé en trois, qui va à la fois parler de photos, mais surtout d'obsession. Comme je vous l'ai dit dans le plan précédent, dans la première partie, on suit Alice, qui vient tout juste d'arriver à New York, qui rencontre Léonore, Nathan et Ben. Comme je vous l'ai dit, ce sont des étudiants en photographie alors qu'elle fait son stage. Elle se met en couple avec Nathan et va s'en suivre beaucoup de péripéties que je vous révélerai pas. C'est ce genre de livre où, lorsque je ne suis pas dedans, j'y pense, et dès que je lis, j'ai envie d'aller au chapitre suivant. Ça semble totalement normal pour plusieurs personnes, mais moi 200 pages en une journée, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Ça a quelque chose de très dérangeant, et dans la narration, ça se sent beaucoup. Je viens de terminer, me semble-t-il, la deuxième partie, c'est ça. On va passer d'un chapitre du point de vue de Nathan, du point de vue de Léonore, et on va plutôt s'orienter sur la thématique du pouvoir, de l'obsession et de l'emprise, comme le disait le résumé. Je vous l'ai expliqué, ça parle de photographie du réel. Alors, c'est selon eux une technique novatrice dans l'art et la photographie. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit. Il y a une thématique qui est assez récurrente dans cette vidéo que je vous dévoilerai pas, mais je pense que vous avez votre petite idée. Je trouve la plume très succincte, très efficace et je le vois très bien adapté en série. Certes, ça me fait penser à Donatart, mais très légèrement, c'est-à-dire que vous attendez pas à du Dark Academia, c'est vraiment pas ça. Là, on est plus sur un thriller, ce à quoi je m'attendais pas. Je pourrais presque dire que ça me fait penser à New York police judiciaire. Ça me tient en haleine, donc c'est tout ce qu'il me faut. Il y a quelque chose qui relève de la fascination, de l'envoûtement, qui se démarque beaucoup. On se sent dans un huis clos dans cette histoire. Je n'ai d'empathie pour aucun des personnages. Et je suis très curieuse de savoir où est-ce que ça va aller. Parce que là, il me reste 100 pages. 110 pages. Possible que je les termine d'ici ce soir ou demain. Bien sûr, je vous en parlerai lorsque ça sera le cas. Je pense pas vous reprendre avant puisque là, j'ai regardé en mettant le nombre de pages que j'avais lu sur Goodreads, je suis à 60%, donc j'en ai lu une bonne majorité. Je reviendrai vous voir lorsque ça sera fait et on pourra débrief à la fois de celui-ci, des deux autres et savoir si j'ai réussi à dégoter un 5 étoiles. Pour l'instant, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais c'est vraiment de qualité et surtout en sachant que c'est un premier roman. J'ai fini Les Négatifs de Audrey Jarre. C'est un roman que je qualifierais d'acide, très brut dans la plume, très acéré, et on sent que l'autrice veut laisser un côté très opaque. Je vous l'avais dit, on a des changements de point de vue, très focus sur 3 d'entre eux, mais il y a quelque chose qui veut nous perdre intuitivement. Ça y a tant réussi que je me suis sentie à distance à certains passages, et il y a une narration qui se dédouble, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la première et la deuxième personne, mais dans la majorité, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré la fin. La dernière page a été un brio. J'ai trouvé ça très bien comme twist. Il y avait des phrases qui se démarquaient beaucoup de ce qu'on voyait dans le reste du livre. Je vais essayer de vous en trouver un passage de façon à pouvoir vous citer ce qui m'a interpellée. Ça donne pas du tout une idée de l'intrigue, mais j'adorais la métaphore. C'est donc Alice qui parle de son appartement à New York avant tout ce qui va se passer. C'est vraiment au tout début du livre. J'aimais l'idée d'un espace restreint et interchangeable où pouvaient cohabiter toutes les tâches, une cellule monacale qui soit la condition de la disponibilité de toutes les choses en ville parce qu'elles étaient à côté. Ma petite chambre de New York faisait 8 mètres carrés, mais au moins d'1 kilomètre de
de sa porte, il y avait le monde entier. Magasin de chaussures, cantine coréenne, bibliothèque. Ça, c'est vraiment le début, mais c'est pour vous donner une idée un peu de comment elle place son récit. Et puis, je me rends compte en le relisant qu'il y a vraiment un changement de ton à partir de la deuxième partie. Je vais vous lire un extrait qui montre la façon dont la tension monte petit à petit. On cherche dans son propre regard la trace des flous passés, mais on se heurte à la réalité telle qu'on la voit désormais, nette, objective, nous donnant accès à plus de détails. Il est impossible de retrouver, même pour une minute, le niveau d'inexactitude qui était notre unique réalité peu de temps auparavant. On est à la fois content d'avoir accès au monde tel qu'il a été conçu, ou, si l'on est athée, plus sobrement, de le partager avec des personnes qui ont toujours eu une vision parfaite. Mais d'un autre côté, on cesse d'appartenir à un autre groupe. Ça devient beaucoup plus corrosif au fur et à mesure. C'est pas fait pour tout le monde, il y a des trigger warnings, beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de venir m'envoyer un petit DM. Si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller regarder les avis sur Goodreads, notamment celui de Floris et de Capucine, que je vous afficherai sûrement ici. Si je devais donner un peu les aspirations, ou du moins les œuvres auxquelles ça m'a fait penser, il y a Blow Up de De Palma, Eyes Wide Shut, et New York Unité Spéciale, comme je vous l'ai dit. Beaucoup plus sur Eyes Wide Shut, et un peu dans la philosophie de Orange Mécanique. Je m'arrête là par rapport au petit moodboard du livre. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un roman qui est très fort. En fait, je suis triste parce que je trouve que le marketing autour a été... pas là. Si je l'avais pas su, si je l'avais pas connu grâce à d'autres personnes autour de moi, je n'en aurais pas eu vent, et puis ça ressemble pas à une couverture de roman noir. C'est surtout quelque chose de très sombre. Et il faut le savoir en rentrant dedans. Mais je trouve que la couverture est pas du tout correspondante à ce qu'il recèle, vraiment. Pour revenir à la thématique initiale de ce vlog, je vais lui mettre un 4,5. C'était le dernier livre que j'avais prévu, et si je veux que cette vidéo soit out dimanche, eh bien je vais devoir m'arrêter là. On n'aura pas trouvé de 5 étoiles dans cette vidéo. Mais je compte sur vous, je vous mettrai en barre d'infos la liste de livres que j'ai sur Paris, et je vous laisserai choisir, m'orienter, on fera une petite sélection, et on pourra faire une deuxième édition, une troisième, une quatrième, advienne que pourra. Je vais faire un petit récapitulatif. Le premier livre que j'ai lu, c'est donc Margot a des problèmes d'argent de Ruffey-Ford. C'était un roman que j'attendais beaucoup, qui m'intriguait énormément. J'ai été assez ravie de voir l'humour dont il faisait preuve. Petite lacune par rapport à la question de l'avortement qui est très vite passée. J'ai adoré le père, qui est un ancien catcheur, et pour qui j'ai eu énormément de tendresse. J'ai adoré Margot. Le bémol dont je vous ai pas fait part, me semble-t-il, c'est la fin, que j'ai trouvé un petit peu expédiée. Quoi qu'il en soit, on est sur un 4. Très bon moment, je vous le recommande. Le deuxième, c'était donc Madonna, une forte cause de Sabahattin Ali. D'ailleurs, pendant tout le long de la vidéo, je crois que j'ai dit Sabahattin, excusez-moi. Donc, on était sur une pseudo-histoire d'amour non vécue, déchue. J'ai beaucoup aimé la fin, ce qui fait qu'il se rattrape sur ça. Mais alors, tout le long, je n'ai vu que des gens geindre, être plaintifs. Je vais pas refaire mon laïus parce que j'ai quand même passé plusieurs minutes à vous en faire part. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans la plume. Je trouve que c'est très poétique. Si vous aimez ces personnages un peu torturés à la Dostoïevski, ça vous plaira. Si vous avez aimé Les Nuits Blanches, ça vous plaira. Pour ma part, Les Nuits Blanches, j'ai quand même énormément de réserves, et celui-ci c'est pire. J'ai détesté la personnage qui était donc cette figure de Madone, et j'ai pas du tout aimé la représentation de l'amour. Je sais que quand c'est un amour non réciproque, on peut aussi laisser le bénéfice du doute, mais là pour le coup j'ai pas du tout aimé les relations interpersonnelles entre les personnages. C'est un 2,5. Pour moi. Il est très plébiscité, donc si vous vous lancez dedans, n'hésitez pas à me donner votre avis et votre perception de cette histoire, parce que je ne comprends pas, en fait, comment on peut, à nouveau, tout comme Les Nuits Blanches, décréter que c'est une histoire d'amour. Je pourrais faire un petit commentaire, mais ça vous spoilerait tout, donc je vais pas le faire. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu énervé sur le fait qu'on le porte nu. Voilà. Et enfin, le dernier, je viens de vous en parler, c'était donc Les Négatifs de Audrey Jarre. Je ne vais pas revenir dessus, c'est celui qui a eu la note la plus élevée, on s'en fout à vrai dire des étoiles, c'est juste que c'est un roman dont je reconnais énormément de qualité, et elle va pouvoir affiner sa plume au fur et à mesure du temps, même si c'est déjà tellement bien fait pour un premier roman. Je suis assez impressionnée. Il y a quelque chose qui m'a tenue en haleine au même point, peut-être, que Le Dieu des Bois de Lise Moore. Et c'est pas peu dire, parce que Le Dieu des Bois, j'ai vraiment adoré. J'ai été très prise pendant ma lecture, j'y ai pensé après, et celui-ci j'y pense, mais un peu moins. J'ai terminé hier, et effectivement, j'ai repensé à certains moments de l'intrigue, notamment au rapport à l'espace et au rapport à la photo. Il y a beaucoup de références à Barthes, qui n'a pas été pour me déplaire parce que c'est quelque chose que j'ai étudié. Maintenant, c'est pas verbeux, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en photographie pour saisir. C'est pas du tout le sujet. J'ai adoré la manière dont elle jouait avec nous, avec nos nerfs. C'est un roman qui est déroutant, qui est encore une fois très acide, c'est vraiment le terme qui me revient. Ce qui est certain, c'est que je regarderai les nouvelles sorties de l'autrice et que je vous invite à le lire si vous n'êtes pas une âme sensible. Et bien voilà, on en a terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimez bien le concept, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisserai aller consulter la petite liste qui s'intitule Paris, que je vous mettrai en barre d'infos et qui est référencée sur mon Goodreads. Donnez-moi le titre qui vous intéresse le plus dans ceux qui figurent sur cette liste en commentaire, et comme ça je pourrai lire dans un prochain vlog. Quoi qu'il en soit, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Sur ce, ciao.